Transformation pour l'innovation systémique et durable. Nous parlons d'un projet éducatif qui a 4 grandes transformations, 4 grands axes de durabilité, un projet éducatif qui, au cours des années, s'est forgé, un projet éducatif qui est aujourd'hui une réalité. Et ce projet, il se répand, il se met à jour, et ce n'est pas tellement qu'il grandisse, mais c'est qu'il devient de plus en plus significatif. Et toutes les personnes qui travaillons à Nazareth, nous nous sentons de plus en plus identifiés avec ce projet. Et puis aussi, il y a d'autres personnes qui ont suivi une formation et qui, au bout de 3 ans, non seulement elles ont intégré le projet Nazareth, mais elles ont aussi généré leur propre projet à travers les outils qu'on leur a proposés. Voilà, nous sommes ici à la 4e transformation dans les espaces d'apprentissage. On les a divisés en espaces physiques, digitaux et culturels. Alors, les espaces physiques, eh bien, nous avons compris que dans ce processus d'apprentissage, nous avons besoin de moments de séminaire ou alors des moments qui sont des moments d'explication. Des fois, on a besoin d'un point de départ appelé feu de camp où quelqu'un va nous communiquer quelque chose pendant 10 minutes, une explication, une vidéo. Et ceci, au niveau physique, nous accompagne. Et on aime que physiquement, ce soit dans un environnement circulaire, c'est-à-dire pour nous écouter les uns et les autres et pour que un écoute beaucoup d'autres. C'est un espace aussi qui va permettre de confronter et de co-créer. C'est des espaces sources. Et c'est pour cela que nous avons changé. Et si bien avant nous avions des tables individuelles, eh bien maintenant nous les avons mises ensemble. Et puis nous avons dû acquérir un certain type de mobilier pour promouvoir cet apprentissage coopératif. Mais le processus d'apprentissage a aussi besoin de moments de solitude, de réflexion, des moments pour nous poser des questions, pour nous évaluer, des moments où l'on a besoin d'espaces appelés cavernes. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, je veux dire que c'est pas partout à l'école où l'on peut obtenir ce type d'espace, mais il y a quand même beaucoup d'endroits pour permettre aux enfants d'avoir ce moment de cognition, de réflexion pour concevoir leur propre projet vital. Aussi, dans ces espaces physiques, c'est important d'avoir des talking walls, des murs qui parlent, des murs où on accroche la documentation, où l'apprentissage devient visible. C'est-à-dire que l'on veut afficher ou communiquer, si vous voulez, tout ce que nous faisons, comment nous le faisons et comment nous réfléchissons sur ce que nous faisons. Et nous utilisons les murs, et c'est ainsi que nous rendons visible qui nous sommes, notre identité, ce qui nous importe, ainsi que les bons travaux et les processus, comment ce bon travail est atteint de la part des étudiants et des professionnels. Nous allons voir maintenant une vidéo d'une des salles de cours ou de communauté d'apprentissage, si vous voulez, qui a été générée en 3, 4, 5 ans en éducation infantile. C'est le flow. Il y a une révolution mondiale dans l'éducation. Nous construisons des espaces éducatifs dans 58 pays et il n'y en a pas un seul qui soit pareil aux autres. Ils sont tous différents. Toutes les communautés d'apprentissage sont différentes, mais elles se ressemblent et elles veulent des espaces d'apprentissage pour attirer l'élève, pour éveiller son imagination. C'est-à-dire que dans le design éducatif, il y a beaucoup d'accomplissements. C'est l'école éducative, c'est l'école qui mise sur ce type de design. Nous avons changé le mobilier, nous avons intégré la technologie, le système multimédia. Ces éléments font partie du monde des enfants. Pensez à l'enfant qui entre en maternelle et qui va quitter l'école en 2031.
Les projets économiques établis en 2015 ont établi les habiletés qui sont nécessaires. Et l'une d'elles, les plus importantes, c'est la souplesse cognitive, c'est-à-dire le fait de changer d'une capacité d'apprentissage à une autre, parce que le monde change très rapidement dans tous les domaines. Mais aussi la capacité de collaboration, de créativité et l'intelligence émotionnelle, qui est très hautement considérée dans cet établissement. Et si nous pensons à tout cela, comment obtenir tout ceci dans une salle de 60 mètres carrés? On ne peut pas. C'est pourquoi tout change très vite. Même les professeurs ne pourraient pas fonctionner dans ces espaces. Alors, quand vous allez parcourir ces espaces aujourd'hui, vous verrez la communauté d'apprentissage. Les élèves n'appartiennent pas à une seule classe, mais à toute la communauté. Ils partagent des espaces et des habiletés qu'on ne travaillait pas auparavant. Si on voit que les élèves collaborent entre eux, ils apprendront à être collaboratifs. C'est impressionnant de voir comment ces enfants se déplacent et que ceci est devenu une réalité. Ce n'est plus une fiction, c'est réel. Aujourd'hui, les enfants de 3, 4, 5 ans génèrent cette communauté d'apprentissage avec des espaces multimodaux, avec beaucoup de ressources. Mais quand on pense aux ressources, ce n'est pas tellement des ressources de design. La plus grande ressource, c'est l'enseignant. Et ces ressources, eh bien, elles peuvent être présentes dans l'école Montserrat, mais ces ressources, on peut les voir aussi à Timor-Leste, un pays très pauvre, au Cameroun ou en Afrique. C'est-à-dire qu'on parle non seulement de ressources matérielles, mais de ressources humaines. Passons maintenant aux espaces digitaux et numériques. Nous avons donc ce niveau de communication avec l'extérieur par le biais des réseaux sociaux, du web, un autre niveau aussi qui a trait à la communication interne, le fait d'avoir des mails corporatifs, la communication avec la communauté éducative, et un troisième niveau qui a trait aux plateformes, aux opportunités d'apprentissage, ces plateformes qui sont interactives, et un quatrième niveau avec l'environnement personnel d'apprentissage pour les élèves et les professeurs. Le corps d'enseignant acquiert au fur et à mesure des années, et je dirais qu'après la pandémie, c'est assez spécial, acquiert un challenge avec cet apprentissage et sa façon de personnaliser son apprentissage par le biais de tout ce qui est numérique ou digital à travers cette classe virtuelle, ces paysages d'apprentissage aussi pour cette personnalisation. La façon de construire cette classe virtuelle doit tenir compte de la présence de l'enseignant, social, cognitive. Nous sommes dans un processus d'apprentissage où nos étudiants, au présentiel, vont vivre un apprentissage beaucoup plus autonome, beaucoup plus autodirigé. Les étudiants auront des opportunités de co-création parce que les enseignants vont travailler d'une autre façon en salle de cours et la technologie va beaucoup nous aider. C'est l'apprentissage combiné. La plateforme Moodle est un environnement virtuel d'apprentissage qui est une sorte de livre interactif pour les élèves où ils peuvent trouver les contenus de leur matière ainsi que des ressources audiovisuelles liées à Internet et des tâches avec le calendrier qui est inclus. On va voir un exemple. C'est la matière de langue de troisième de secondaire. Ici, nous avons la page d'accueil avec les différentes matières de l'élève au cours de cette année de secondaire. Alors ici, nous avons la langue espagnol. Tout le guide qui synthétise le paysage d'apprentissage, c'est une image d'introduction interactive. Ce cadre visuel doit être significatif pour l'élève et concentrer dans une seule image l'objectif du cours. Cette année de secondaire, ce sera comme une sorte de flèche qui va leur conduire, comme une fusée qui va leur conduire à la dernière année de la secondaire avant l'année
pour le baccalauréat. Ici, les élèves ont concentré toute l'information nécessaire pour suivre une certaine matière. Par exemple, ils peuvent avoir la division entre les 3 trimestres de l'année ou la programmation générale de l'année, ou alors les lectures qui sont nécessaires pour développer cette matière chez les élèves. Quand on clique sur les liens, les élèves accèdent à d'autres cadres visuels, à d'autres plans et cartes avec des contenus plus focalisés, plus spécifiques. On va voir les lectures. Si l'élève entre dans cette page, il va trouver les différentes propositions de lecture pour ce cours-là et les instructions, comment lire les livres et les travaux nécessaires à faire avec les livres. Ils peuvent également consulter la programmation du cours de l'année où l'on va spécifier les différents objectifs, professeurs, critères d'évaluation, formes d'évaluation lors de cette année scolaire. C'est très similaire à n'importe quel autre web. Et puis, quand on clique sur ces liens, on accède à d'autres plans, à des contenus plus focalisés. Par exemple, si dans ce cadre visuel d'entrée, on clique sur l'image d'un trimestre, par exemple le premier trimestre, on va rencontrer une autre page qui condense l'information du premier trimestre. Et l'élève peut cliquer sur les sessions, sur les ressources qui ont été placés par les enseignants. Par exemple, dans ce cas-là, le premier trimestre est divisé en 4 axes, la syntaxe, l'expression orale et écrite, l'orthographe et le projet pour ce trimestre. Par exemple, le projet de radio pour ce trimestre. Alors, on clique dessus et on rencontre un autre cadre visuel où l'élève trouvera l'information spécifique par rapport à ce projet. Dans ce cas-là, c'est la présentation du projet où l'élève obtient les explications par rapport à ce projet qui a commencé. Vous le voyez ici. Tout ceci est condensé dans un fichier PDF. On peut également accéder aux ressources, c'est-à-dire le web et d'autres matériels à consulter, matériel multimédia que l'enseignant aura introduit dans ce paysage d'apprentissage. On peut également consulter le calendrier, à savoir quand est-ce que ces sessions vont avoir lieu, et on peut consulter les sessions qui porteront sur ce projet. Dans ce cas-là, le projet a 5 blocs par le biais desquels l'élève peut avancer et acquérir des connaissances de façon entièrement autonome. Le fait de travailler le Moodle au travers des paysages d'apprentissage a des avantages. Pour l'élève, c'est beaucoup plus attirant pour accéder à l'information de cette matière, comme si c'était un jeu avec des cadres visuels. Ensuite, grâce à ces cadres visuels, l'information est clairement exposée. L'élève peut voir très rapidement la structure de l'année. Troisièmement, ces paysages d'apprentissage vont permettre à l'élève d'être plus autonome parce qu'il sera responsable de son organisation individuellement et en groupe. Et quatrièmement, cela permet de connaître les forces et les faiblesses de chaque élève et que chaque élève soit capable de se gérer. C'est la métacognition. Et maintenant, nous arrivons aux espaces culturels. Nous sommes dans des communautés professionnelles d'apprentissage où l'on valorise le capital humain et qui est unique et irrépétible. Et on va donc joindre ce capital humain au capital social, c'est-à-dire qu'on va partager, on va générer de la confiance des uns et des autres. C'est ces communautés professionnelles d'apprentissage où nous sommes capables, en tant qu'enseignants, de prendre des décisions. Une communauté professionnelle d'apprentissage est une communauté qui travaille avec de la rigueur et qui recherche à donner ce qu'il y a de mieux dans soi. Et je dirais que la clé, c'est d'avoir un écosystème de confiance avec un enseignant, un élève et des familles et une équipe de direction qui est le moteur du changement. Mais cette équipe de direction est quasiment diluée, si vous voulez, parce que l'équipe a déjà donné la puissance nécessaire et la force à cette communauté. Alors, quand on arrive à un projet éducatif comme celui-ci, on a affaire à un projet organique où
Beaucoup de personnes sont créatrices et c'est vrai que nous travaillons en réseau, nous vivons en réseau et nous avons un leadership en réseau également. Dans ces espaces culturels, c'est là où on fait la vie, c'est les foyers de Nazareth. Et avec le Tripod Learning, la famille aussi participe à l'apprentissage des enfants. Nous établissons une façon d'avoir un espace sûr, un espace qui va abriter l'enfant, le jeune, la communauté éducative. Un centre qui se projette et qui ouvre ses portes pour participer aux nouvelles considérations d'écologie intégrale. C'est un centre où l'on s'épanouit, où l'on crée, où on a besoin et envie de participer au projet parce que cela nous permet de nous surmonter et d'aller au-delà de nous-mêmes. Voyons maintenant une vidéo sur cet espace culturel. Cet outil vient du confinement et c'est l'objectif de la semaine. À partir des objectifs et des valeurs que nous avons travaillés au cours des semaines et de ces mois de confinement, l'élève a fait une réflexion à titre individuel qu'il a ensuite partagée en famille. Et c'est vrai que ensuite nous utilisions un moment, un espace pour partager ces réflexions. Alors pour ce cours, on a tenté de donner forme à tout cela et on a transformer cet outil en un outil qui est facilement maniable, que l'on accompagne à l'agenda. Et ce self-coach, eh bien, ça facilite le développement personnel. Tout d'abord, il faut établir l'objectif de la semaine. Par exemple, l'objectif de cet élève, c'était de dire merci et s'il vous plaît. Alors, on a pensé à l'objectif dans lequel on veut s'améliorer et on va noter les difficultés que nous rencontrons pour y parvenir. Ensuite, nous pensons aux cibles qui vont nous aider à y parvenir. Moi, j'avais dit ne pas perdre la concentration à table. Et pour ne pas perdre la concentration, j'allais me concentrer sur ce que je fais et essayer de faire comme si les autres n'y étaient pas. Eh bien, lundi matin, on consacre un bon moment au self-and-coach. Alors, l'agressivité et l'impulsivité, eh bien, il faut améliorer pendant la semaine cette impulsivité et analyser ce que l'on fait de bien ou de mal. Et c'est un petit peu comme une réflexion par rapport à cet adjectif qu'on a décidé. Et au cours de la semaine, on se rappelle de l'objectif. Et ensuite, vendredi après-midi, c'est le moment de réflexion sur notre objectif. Alors, vendredi après-midi, on remplit une autre feuille qui montre si nous avons amélioré ou pas, et si on est fier ou non de ce que l'on a fait. Alors, il faut dire oui ou non. Il faut dire si on aime le faire. Et on se pose 4 questions de base. Comment je me suis sentie au cours de la semaine? Ce qui a été difficile, si j'ai eu besoin d'aide et si je me suis sentie fière à un certain moment. Pour conclure ce travail réalisé dans le Self-and-Coach, l'élève prend cela en fin de semaine et c'est là que la famille nous aide et intervient. Parce que là, il s'agit de réfléchir à ce que l'on fait à la maison, parce que, en fait, à l'école, il faut améliorer cet adjectif, d'accord? Oui, quand on arrive à la maison, eh bien, j'ai vu ce self-and-coach et j'ai pas trop compris qui était le self et qui était le coach. Et en fait, c'est un terme qui m'a interpellée et qui a éveillé ma curiosité. Et c'est ma fille Victoria qui m'a expliqué un petit peu. Alors, elle va montrer son self-and-coach et moi, je ne devais rien faire d'autre que l'écouter. Elle m'a raconté
que cette semaine a été difficile pour elle. Et puis, ça m'a surpris à quel point elle était sincère parce qu'elle n'a pas approché cela comme un examen, une évaluation. Elle était tout simplement en train d'avoir un recul sur sa propre semaine et de me dire si c'était facile ou pas. Ensuite, ensemble, nous avons vu qu'il y avait des questions pour toutes les deux et je devais donner mon point de vue sur son défi, mais à l'intérieur, comment ça se passe en famille, et cela nous a permis d'échanger et d'interagir. Et ceci s'est établi déjà maintenant comme une habitude. Vendredi après-midi, quand elle rentre à la maison, on fait le self-and coach et c'est un très beau moment d'échange entre nous. Et c'est beaucoup plus qu'une activité de classe. En fait, elle me parle d'elle-même et de comment elle a passé la semaine. Au cours de l'école primaire, eh bien, il y a des différences pour travailler le self-and coach parce que les petits ont besoin de plus d'orientation et d'aide de leur environnement, de leur entourage. Alors que les plus grands peuvent établir des dynamiques de débat pour partager leurs réflexions avec d'autres copains. Oui, parce que toi, tu t'énerves et alors tu réagis, alors que moi... Alors, une définition serait... Eh bien, moi, je ressens les émotions. Et ainsi, je peux savoir comment je me sens tous les jours. Oui, c'est plus facile au lieu d'avoir à s'en souvenir, c'est plus facile d'écrire cela sur un bout de papier. Et voilà, et c'est ainsi que je m'en souviens. Eh bien, il y a certains qui sont plus difficiles et on ne peut pas les compléter. Ou alors, oui, on peut les compléter, mais c'est plus difficile et d'autres sont plus faciles. C'est un petit peu comme une réflexion sur quelque chose que l'on fait. C'est-à-dire, on pense à ce que l'on peut améliorer et c'est ce qu'il faut faire. Et quand on se dit, il faut que j'ai plus de patience, eh bien, quand elle se pose la question, elle me pose la question à moi aussi. Et toi, maman, cette semaine, comment tu t'es sentie par rapport à cela? Alors, elle change le rôle. Et au-delà de se connaître elle-même, elle me pose la question. Cela me permet aussi de voir comment je me sens face à ce défi. Et c'est quelque chose de très beau. Il y a cet échange et on passe de l'une à l'autre. Cela nous permet à toutes les deux de nous connaître beaucoup mieux. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette explication des 4 transformations. C'est un plaisir de pouvoir vous transmettre cette joie, cet enthousiasme par rapport à ce projet éducatif. C'est la communauté éducative qui nous permet de faire croître ce projet. Et cet apprentissage émergent, on ne sait pas où cela va nous transporter. Mais on a une certitude, cela va aider à la personnalisation qui est tellement importante avec ce que l'on travaille, avec les étudiants. Et c'est un plus parce que, enfin, ça permet aux étudiants de préparer ce projet vital et ils savent ainsi comment réaliser au jour le jour leur projet personnel d'apprentissage. C'est un projet éducatif où nous voyons qu'on peut tous y participer et nous avons tous bâti petit à petit ce projet. Je dirais que chacun a mis son grain de sable et nous avons vu que nous pouvions ainsi, après mettre chacun notre grain de sable, on peut construire une cathédrale. Voilà, je vous remercie. J'espère que cela vous aura aidé, toutes ces transformations, et
que vous aurez pu voir que si nous travaillons en réseau avec toutes nos écoles, avec plusieurs institutions, eh bien, nous serons capables de créer un nouveau réseau et d'avoir cette amitié sociale que nous demande le pape avec de nouvelles alliances, de nouveaux projets pour répondre à cette société d'aujourd'hui et pour répondre aussi à cette incertitude qui, des fois, nous laisse paralysés. Aidons-nous et marchons ensemble pour créer un projet éducatif qui va bien au-delà de chacun de nous. Merci beaucoup.